On dit que s'y trouvaient des édifices magnifiques, que les effectifs de son armée et sa marine étaient considérables, que c'était peut-être la société la plus évoluée du monde antique. On dit qu'elle a disparu en un jour et une nuit. Une civilisation extraordinaire, perdue à jamais. Ces hommes vont-ils bouleverser l'archéologie moderne? Dans la façon dont est taillé ce bloc, tout trahit la main de l'homme. La ville n'est pas forcément sous l'eau. Elle pourrait bien être là-dessous. L'Atlantide doit être quelque part par là. Mais où? Si c'est par ici, pourquoi est-ce qu'on ne voit rien? Leur quête suprême, retrouver l'Atlantide. Et si c'était vrai? Et si cette légende, la plus fabuleuse entre toutes, était vraie? On pense que l'Atlantide serait la civilisation mère de l'Égypte, de la Mésopotamie, d'Israël, de l'Europe et de toutes les civilisations qui ont vu le jour par ici. Et si tout a commencé ici, alors nous sommes à la recherche du site le plus important pour l'humanité. La découverte de l'Atlantide changerait le cours de l'histoire. Le mythe deviendrait réalité et on pourrait pour la première fois voir le berceau de toutes les civilisations. C'est pourquoi la mystérieuse cité antique engloutie est devenue. Depuis des générations, on la recherche, mais toutes ces quêtes ont échoué. Aujourd'hui, l'inaccessible est peut-être à portée de main. Une équipe de scientifiques, grâce à la photographie par satellite, au radar à pénétration de sol, à l'archéologie sous-marine et à des enquêtes dignes de détectives privés, a décidé de retrouver la cité engloutie. Mais par où commencer? La recherche de l'Atlantide commence par une question fondamentale. À quoi ressemblait l'Atlantide? Qu'en savons-nous réellement? De nos jours, l'histoire de cette ville antique est devenue matière à aventures fantaisistes dans la culture populaire. Pour démêler la vérité de la fiction, il faut revenir aux sources. Pour Angela Hobbs, il faut relire un philosophe. Tout ce que nous savons de l'Atlantide vient de quelques pages du livre que je tiens entre mes mains. Un livre du philosophe grec Platon, le père de la philosophie. Il n'existe pas d'autre source du mythe de l'Atlantide. C'est la seule. On raconte qu'apparut un royaume puissant venu d'un autre monde dans l'océan Atlantique. On pouvait alors traverser cet océan, car il s'y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez les colonnes d'Hercule. Les descriptions de Platon sont incroyablement détaillées et ses écrits offrent à qui recherche l'Atlantide un véritable catalogue de pistes, à commencer par la localisation de la ville perdue. Selon lui, l'Atlantide était un royaume sur une île composée de plusieurs anneaux de terre, situés au-delà des colonnes d'Hercule. On a identifié les colonnes d'Hercule comme les pics rocheux qui bordent le détroit de Gibraltar. La colonne nord serait le rocher de Gibraltar et la colonne sud correspondrait à une montagne en Afrique du Nord. C'est pourquoi le docteur Richard Freund pense qu'il est vraisemblable que l'Atlantide se trouvait au sud de l'Espagne. Tous les auteurs de l'Antiquité savaient que les colonnes d'Hercule se trouvaient dans ce que nous appelons maintenant le détroit de Gibraltar. Cette baie est située juste derrière les colonnes d'Hercule de l'Antiquité. Richard Freund s'intéresse au delta de Guadalquivir dans le parc national de Doñana. Il pense qu'existait là une immense baie dans l'Antiquité la plus reculée. Ici s'étend le plus grand marais de l'Espagne du Sud, sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares. C'est immense. Sur 70-80 km, ce n'est que du marécage.
Et des archéologues supposent que sous ces marais est ensevelie la cité perdue de l'Atlantide. Dès 1922, deux archéologues, George Bonsor et Adolf Schulten, ont émis l'hypothèse que l'Atlantide était cachée sous ces terrains boueux. Cette théorie a été ignorée pendant des années. Mais en 2004, un jeune physicien allemand, Rainer Kühne, fait les gros titres des journaux. Il ressuscite la théorie de Bonsor et Schulten en produisant une photo prise par satellite. Je suis en plein cœur des marais du parc national de Doñana. C'est exactement ici, à mon avis, que se trouve l'Atlantide de Platon. Sur une photo satellite du parc national de Doñana, le docteur Kühne remarque d'étranges formes circulaires. Il met en parallèle les photos satellites et les descriptions détaillées de Platon, et cela le convainc que la cité perdue se trouve ici, en Espagne. Dans son récit, Platon fait la description d'une ville avec 3 ports en 3 anneaux concentriques dont il donne les dimensions exactes. Rainer Kühne pense que les formes circulaires identifiées sur les photos correspondent aux dimensions données par Platon. Mais il y a plus. Platon dépeint en détail 2 temples sur l'îlot central de l'Atlantide. L'un est dédié au dieu Poséidon. Or, à l'intérieur des formes circulaires des marais de Doñana, Rainer Kühne a identifié des structures différentes, rectangulaires. Il a calculé les dimensions d'un rectangle et elles correspondent parfaitement à la description du temple de Poséidon. La théorie de Rainer Kühne a incité des archéologues à faire une expédition pour envisager la possibilité de retrouver sous la boue les irrégularités détectées depuis l'espace. Cette équipe espagnole de scientifiques se compose de Juan Vilarias, dont les recherches sont attentivement suivies par le professeur Richard Freund, et de Paul Baumann, un spécialiste de l'exploration du sous-sol par sonar. Il est certain que ces formes n'ont aucun rapport avec un phénomène géologique. Pour moi, cela ne fait aucun doute que ce sont des structures produites par l'homme. Un des grands cercles est relié à plusieurs structures rectangulaires. Nous pensons que ces structures correspondent à des murs enfouis dans le sol et nous essayons de savoir s'ils forment un bâtiment. S'il y a un édifice ou toute autre trace de bâti dans la profondeur du sol, Richard Freund est convaincu que ce sera l'amorce de découvertes extraordinaires. Si en creusant, ils pouvaient remonter ne serait-ce que quelques objets qu'on pourrait dater d'il y a 4000 ans, alors nous tiendrions la preuve d'un des grands mythes de notre civilisation, le mythe de l'origine de l'Atlantide. Cet étrange et riche marécage sur la côte espagnole fait partie d'une zone protégée, le parc de Doñana. Selon les géologues, dans les temps anciens, cette région du sud de l'Espagne était sous l'eau. La plus grande partie du parc de Doñana était une immense baie. Dans cette baie, se sont créées au fil du temps des bancs de sable sur lesquels les hommes ont pu créer des villes. Pour le docteur Richard Freund, les anneaux concentriques de l'Atlantide pourraient bien avoir existé dans cette baie il y a des milliers d'années. Avec une équipe d'archéologues, de géologues et d'anthropologues, ils se penchent sur les photos prises par satellite de cette zone. Ils espèrent pouvoir y retrouver les traces fantômes des anneaux de la ville antique. Nous avons fini par restreindre notre champ d'investigation aux environs de ce mystérieux cercle au milieu du marais. Mais pour choisir les meilleurs endroits à explorer, l'équipe a besoin d'images plus précises. Bien que cette méthode semble beaucoup moins sophistiquée que la photographie par satellite, l'équipe fixe des appareils photo à des cerfs-volants et des ballons et obtient ainsi des images d'une bien meilleure définition que celles prises de l'espace. C'est bon, tout fonctionne. Les photographies aériennes que nous prenons aujourd'hui vont nous donner des images plus nettes de toute cette zone et nous permettront de voir si ces anneaux existent vraiment. Nous allons faire monter le ballon à au moins 100 mètres de hauteur, puis nous ferons des essais avec des paliers de 50 mètres, 150, 200, etc. Toute forme ou irrégularité sur la surface que nous allons repérer sur ces photos
peuvent indiquer des structures souterraines fabriquées par l'homme. Mais s'il a existé un puissant royaume ici, que lui est-il arrivé? Le chapitre cataclysmique qui clôt le récit de Platon est celui auquel les chercheurs de l'Atlantide prêtent le plus d'attention. Platon parle de violents tremblements de terre et d'inondations. En une journée et une nuit, la totalité de l'île de l'Atlantide a disparu sous les eaux. A-t-on une preuve d'un tel cataclysme ici, au sud de l'Espagne? Il est évident que nous sommes sur une plateforme sur laquelle ces énormes blocs se sont déplacés. Ils pèsent plusieurs tonnes et n'ont pas pu l'être par des hommes. Le docteur Juan Antonio Morales accumule des preuves géologiques de nombreux et violents tsunamis au cours de l'histoire sur cette côte. Vous voyez que ces rochers se sont déplacés sur cette plateforme sur des dizaines et même des centaines de mètres. Ce qui laisse à penser que ce n'est pas un seul tsunami qui en est la cause, mais une succession de tsunamis. Si l'Atlantide a autrefois existé dans cette baie et qu'elle a été dévastée par une succession de tsunamis, elle a pu être soit démolie, soit engloutie, telle qu'elle, par les eaux. Par conséquent, la preuve de cette civilisation perdue pourrait se trouver non pas sous les marais de Doñana, mais sous l'eau, au large de la côte actuelle. Et c'est exactement vers où les scientifiques orientent à présent leurs recherches. L'archéologue marin Claudio Lozano et le géologue Juan Antonio Morales utilisent les plus modernes des sonars à balayage latéral numérique. Ces torpilles en forme de poisson portent 2 transducteurs dans leur queue. Ils émettent des ondes acoustiques qui sont réfléchies par les fonds marins. À bord, un ordinateur reçoit les signaux et les convertit en images. Toute irrégularité qui apparaît sur l'image du sonar est cartographiée et ses coordonnées sont enregistrées. Dans ce cas, c'est irrégulier, mais c'est probablement un bout de rocher. Mais parfois, quand on voit une anomalie complètement géométrique, carrée ou rectangulaire, on va vérifier. Il faut 3 jours pour cartographier les données envoyées par les 8 sonars sur une longueur de 10 km à une distance de 6 km de la côte. Le 2e jour, la torpille poisson fait une trouvaille. Nous avons repéré une anomalie, un mur vertical. Ça semble très différent d'une formation géologique. Magnifique. C'est une structure verticale. Là, nous avons trouvé une anomalie qui n'a rien de géologique. C'est très grand, très haut. 2 murs. 1, 2, complètement verticaux. Une formidable découverte. La forme n'est pas naturelle. C'est excitant. Claudio et Juan Antonio ont localisé ce qui semble être une grande structure à 12 mètres sous la surface. Maintenant, ils doivent organiser une expédition sous l'eau. Certains spécialistes pensent que cette équipe de chercheurs espagnols se trompe complètement d'endroit. Pourquoi ? La quête de l'Atlantide a été l'idée fixe de nombreux grands érudits depuis des siècles, et cette obsession a conduit les chercheurs partout sur le globe. Selon certains spécialistes et explorateurs, la description de Platon d'une cité à l'architecture et organisation sociale sophistiquée renvoie à de mystérieuses ruines sur des îles grecques. Dans le sous-sol argileux de cette colline de Crète est enfouie la preuve d'une ancienne civilisation très en avance sur son temps. Les archéologues l'ont appelée la civilisation minoenne. Les Minoens étaient des experts en architecture. Cette rue a 4000 ans. C'est vraisemblablement la principale voie d'accès à cette ville minoenne. Elle est magnifiquement pavée avec de très grandes dalles qui ont été spécialement taillées pour cette route. Sur toute l'île, on peut trouver des bâtiments à l'architecture élaborée, des vastes palais avec des fresques, des hôtels. Ils avaient un mode de vie très sophistiqué. Dans sa description de l'Atlantide, Platon parle de temples et d'hôtels somptueux et d'un palais magnifiquement ornementé au centre de l'île. L'architecture minoenne de cette île grecque en serait-elle le reflet? Ici, dans le palais de Knossos, nous sommes sur le site le plus remarquable de la civilisation minoenne, avec cet immense palais en son centre. Au cœur des investigations en Crète du docteur Karl Knappet se trouve l'intrigant palais de Knossos.
C'est une mégastructure qui s'étend sur 10 000 km². Cette architecture exige une organisation extraordinaire pour extraire les blocs de pierre des carrières, les apporter ici, que des maçons talentueux les taillent et créent cette ligne pure et les différentes formes que vous avez vues. Ce devait être très difficile. Serait-il possible que les Minoens soient les habitants de l'Atlantide de Platon? Le nom que se donnaient ces experts maçons et ce peuple si évolué reste un mystère. Minoen est un terme moderne du XXe siècle. Nous appelons ces habitants de la Crète à l'âge de bronze les Minoens. Mais ce n'est pas comme cela qu'eux-mêmes se seraient appelés. Le mot vient du roi Minos, le souverain mythique et légendaire de la Crète. De Minos est dérivé Minoen. C'est Arthur Evans, lorsqu'il faisait des fouilles ici dans les années 1900, qui a appelé cet édifice le palais de Minos, et le peuple mystérieux qu'il avait construit, les Minoens. Mais en marchant au milieu de ces vestiges du monde antique à couper le souffle, on peut facilement imaginer que les Minoens appelaient leur ville par un autre nom, l'Atlantide. Mais pour prétendre au nom d'Atlantide, la ville doit renfermer une acropolis complexe avec des maisons et des palais. On trouve tout cela à Knossos. Selon Platon, le taureau était une figure centrale de la civilisation de l'Atlantide. Il écrit qu'autour des temples vagabondaient librement des taureaux qui étaient l'objet d'un culte avec ses prêtres et qu'on les sacrifiait en l'honneur de Poséidon. Ici, à Knossos, il est manifeste que les taureaux étaient un symbole important. Je suis au-dessus de l'entrée nord et derrière moi se trouve cette impressionnante fresque avec un taureau. Il semble vraiment que le taureau avait un rôle significatif dans la propagande politique à Knossos. On a aussi trouvé une scène de voltige avec des taureaux dans des fragments de fresques dans l'aile est du palais. L'importance du taureau dans la culture, les prouesses architecturales, les descriptions d'un mode de vie utopique, tout concourt à évoquer une image bien connue. Il est bien possible que ceux que nous appelons les Minoens soient en fait les habitants de l'Atlantide. Mais comment cette civilisation a-t-elle pu disparaître? Qu'en est-il du cataclysme? Selon Platon, l'Atlantide fut détruite en un jour et une nuit. Trouve-t-on ici la trace d'une fin cataclysmique? C'est à partir de ce type de preuves archéologiques que nous pouvons déduire la probabilité d'une situation de crise. Ici, des choses terribles se sont passées. Un cataclysme aurait-il pu effacer cette civilisation si sophistiquée comme on le raconte pour l'Atlantide? On peut trouver une partie de la réponse à 137 km de la Crète, dans l'île de Santorin, qu'on appelle aussi Terra. Ce qui s'est passé ici à l'époque minoenne est au-delà de toute description. C'est une île volcanique. Le volcan est très violemment entré en éruption il y a à peu près 3600 ans. On retrouve ici des traces d'une architecture très impressionnante. Ce ne sont pas des fouilles qui les ont mises au jour, mais l'érosion naturelle due à la mer. Vous voyez ici les vestiges de cette éruption, des couches de cendres et des poteries qui prouvent que cet édifice a été détruit à cette époque. L'énorme nuage de cendres venu de Terra a caché le soleil pendant des jours et des jours. Les conséquences pour les Crétois ont été désastreuses. Ces énormes nuages de cendres sont arrivés sur l'île de Crète et y ont déposé une couche épaisse de cendres volcaniques qui a dû causer d'immenses problèmes pour l'agriculture, la navigation, le commerce. Beaucoup de Crétois ont dû perdre leur maison. Les hivers volcaniques se sont succédés. Beaucoup de choses se sont déréglées. Les tremblements de terre et l'activité volcanique extrême sur l'île de Santorin ont pu produire des tsunamis, des vagues gigantesques qui se sont abattues sur la côte nord de la Crète. Dans cette hypothèse, les vagues ont apporté des pierres ponces, des roches volcaniques très poreuses qui sont de la lave solidifiée. Si l'on trouve des pierres ponces en Crète, cela serait une preuve d'un tsunami sous l'Antiquité. On peut trouver, sur les côtes au nord de la Crète, des amas de pierres ponces qui sont probablement liés à l'éruption de Santorin. Et des recherches récentes d'archéologues suggèrent que ces amas pourraient vraiment avoir été apportés par un tsunami. Leur architecture innovante, leurs temples et villes si avancés sur leur temps, leur art et leur culture pourraient avoir été anéantis
par l'une des plus violentes éruptions volcaniques de l'histoire. L'hypothèse qui unit les Minoens à l'Atlantide est tentante. Mais le mythe de l'Atlantide parle d'une disparition en un jour et une nuit. De plus, pour les Minoens, l'éruption de Terra n'a pas été la fin. Ils ont survécu. Il existe une continuité claire de la civilisation minoenne après l'éruption de Terra. On peut observer dans les couches archéologiques l'occupation des lieux à l'époque de l'éruption, puis immédiatement après, la reconstruction de ces lieux et leur réappropriation par les Minoens. Il semble donc que malgré toutes les circonstances concordantes, ce n'est pas l'endroit décrit par Platon. La civilisation minoenne n'a pas été engloutie par les eaux. Et malgré les multiples raisons de localiser l'Atlantide ici, cette théorie ne résiste pas à l'épreuve des faits. Cela apporte-t-il un éclairage nouveau sur les marécages d'Espagne? Le docteur Freund pense que son équipe est sur le point de découvrir la ville qui remplira tous les critères énoncés par Platon. Nous sommes à la périphérie du parc national de Doñana, la source de spéculation intense sur la localisation de l'Atlantide. Et voici l'endroit où la cité aurait disparu dans les profondeurs sous la boue. Dans le parc de Doñana, son équipe examine les nouvelles photos aériennes du marais obtenues avec les cerfs-volants et les ballons. Oh, voilà qui est intéressant. Là. Vous voyez cette forme ici? D'un peu plus haut, on pourrait reconnaître le rectangle dont nous parlions. S'ils trouvent des structures circulaires et rectangulaires, ils pensent qu'ils auront des preuves formelles de la trace de la cité perdue. Cette structure ne faisait pas partie de notre liste. Donc, ce que nous révèle la photographie de Paul, c'est une surprise. C'est un endroit qui a été dégagé. Il a été fauché pour faire du fourrage. Or, même après le fauchage, cette structure est toujours visible sur les photos. C'est donc quelque chose qui existe dans la végétation, mais aussi dans le sol. Est-ce que ce pourrait être un vestige de ce que Platon avait décrit? Je crois que c'est la découverte la plus importante que nous ayons faite grâce aux photos aériennes. Celle qui s'approche le plus de ce que devait être l'Atlantide. Une zone qui ressemble à un port, qui ouvre sur un grand cercle, où pourraient se trouver d'autres cercles concentriques. Freund est persuadé que les photographies ont révélé une structure conforme à la description de Platon. Un chapelet de ports circulaires avec un canal central qui les relie à l'océan. Et l'équipe a identifié d'autres structures encore plus surprenantes. Des structures circulaires, linéaires, parallèles, et tout à l'échelle humaine. Par exemple, cela ressemble à des chemins, des routes de 1 ou 2 mètres de large, ou à des édifices de 4 à 8 mètres de long. L'équipe utilise maintenant les ressources de la tomographie, une technique utilisée en géophysique pour obtenir des images du sous-sol là où apparaissent des traces circulaires. Ici, nous envoyons une boucle de courant dans le sol et nous mesurons ce qui en revient pour obtenir une image du sous-sol, jusqu'à 12 mètres en profondeur. S'ils trouvent des vestiges archéologiques, l'équipe sera sur le point de résoudre 2 mystères de notre passé, l'un de Platon et l'autre de la Bible. Le mystère qui provient de la Bible concerne la ville disparue de Tarshish. Tarshish est une ville dont le nom apparaît plusieurs fois dans la Bible. Beaucoup de spécialistes pensent que Tarshish est en fait un autre nom donné à la célèbre ville antique de Tartessos. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que Tartessos et Tarshish se trouvaient dans le sud de l'Espagne. Tartessos et Tarshish sont la même ville. Certains textes témoignent que Tartessos et Tarshish étaient célèbres pour leurs métaux précieux et mentionnent des navires de commerce qui faisaient des voyages de 3 ans depuis le Moyen-Orient pour venir y remplir leurs cales. Chose surprenante, il n'y a plus trace de Tartessos et Tarshish, ni dans les livres d'histoire, ni dans la Bible. Comme si ces villes avaient cessé d'exister. Le professeur Freund pense que c'est parce qu'autrefois, Tartessos et Tarshish avaient un autre nom, l'Atlantide. Nous sommes en présence de 2 histoires du monde antique incroyablement similaires. L'histoire de Tarshish dans la Bible et celle de l'Atlantide chez Platon et les auteurs latins.
Chez Platon, l'Atlantide est une ville portuaire située sur une île, au fin fond du monde connu, où arrivaient des navires de haute mer qui avaient fait 3 ans de voyage pour y parvenir. Selon la Bible, Tarshish était une ville qui était peut-être construite sur une île. C'est un port de haute mer, tout au bout du monde connu de l'époque, et il fallait faire un long voyage de 3 ans pour y accéder, selon les livres des chroniques. Tartessos égale Tarshish égale l'Atlantide. C'est une théorie intéressante. Les 3 villes sont décrites comme un port d'une grande importance mystérieusement disparu. Et ce n'est pas la seule similitude remarquable. Les 3 villes étaient réputées pour leur richesse en minéraux et avaient accès à des ressources abondantes en or, argent ou cuivre. Platon mentionne bien sûr de nombreuses mines auxquelles les habitants de l'Atlantide avaient accès, dont l'une était une mine d'oricalque, vraisemblablement un métal mythique, mais que certains archéologues pensent avoir identifié. Tout ce que nous en savons, c'est que ce minerai brillait comme du feu. Les spécialistes traduisent oricalque par son étymologie, cuivre des montagnes. De nos jours, en amont des marécages de Doñana, des gisements d'or, d'argent et de cuivre sont exploités dans les collines qui entourent le Rio Tinto. Et il n'est pas difficile de trouver les preuves de 5000 ans d'exploitation. Nous sommes dans la mine du Cerro Colorado, une des célèbres mines du Rio Tinto. À l'époque de Tartessos, on exploitait déjà ce minerai qui était abondant dans toute la région. La proximité de minerais de grande valeur fait de la ville antique située à Doñana une hypothèse idéale pour l'Atlantide. C'est un élément de plus qui plaide pour la localisation de la cité disparue sur la côte sud de l'Espagne. C'est exactement là que Claudio et Juan Antonio ont prévu de plonger. Les anomalies et les structures que nous avons repérées sont complètement carrées. Ce qui est étonnant, c'est que ces 4-là forment une ligne de 2 mètres de haut. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus intéressant ici. L'option que je favoriserais est de plonger là. Grâce à son sonar à balayage latéral, l'équipe espagnole a sélectionné 5 zones au large de la côte. Les images produites par les sonars montrent sur les fonds des structures qui ont l'air d'avoir été construites par l'homme, peut-être les vestiges de l'Atlantide engloutie. Nous nous dirigeons vers l'un des sites que nous voulons explorer. Nous l'appelons la cathédrale. C'est très vaste, 40 mètres de long. Ce que nous voulons savoir avant tout, c'est si ça a été fait par l'homme ou pas. À environ 12 mètres sous la surface, les plongeurs découvrent des formations mystérieuses. Des blocs de pierre qui ont l'air d'avoir été taillés. Ces étranges découvertes indiquent-elles plus qu'un phénomène géologique ? Ces blocs ont-ils autrefois fait partie des grandes murailles dont a parlé Platon, construites par les habitants de l'Atlantide? Taillé par l'homme, c'est sûr. C'est trop parfait pour être le fruit du hasard. On y retourne ? Je ne veux pas utiliser la liaison radio pour raconter ça. Vlad vient de trouver une traverse, un bloc rond taillé par l'homme. La façon dont il est fait trahit la main de l'homme. Chaque plongeur remonte avec des détails supplémentaires. Il semble bien que cette découverte soit capitale. Il y a un bloc de pierre qui n'est pas carré. D'un côté, on dirait bien qu'il a été taillé par l'homme. Et de l'autre, il est pointu, comme un cône. Par endroits, c'est comme un mur. Et il y a des marches, comme un escalier. C'est très bizarre, non? Incroyable. Quelle journée. Incroyable. La plongée semble être un succès.
Mais qu'ont-ils vraiment découvert? Avant de pouvoir tirer des conclusions, le géologue de l'équipe, Juan Antonio, doit regarder à nouveau les images. Les découvertes faites au large pourraient avoir un rapport avec des éventuelles trouvailles à Doñana. L'équipe décide donc de continuer de radiographier le sous-sol des marais. Et les archéologues reprennent l'étude de la surface dans l'espoir de retrouver des traces culturelles. Lorsque nous recherchons l'Atlantide, nous ne cherchons pas seulement des bâtiments, mais tout ce qui peut avoir trait à la culture de l'Atlantide. On peut ne pas trouver toute l'enceinte de la ville, mais un mur, 2 murs, des rectangles. Cela peut néanmoins n'avoir aucune relation avec le Proche-Orient dans l'Antiquité, ou toutes les civilisations de la mer Égée à la Méditerranée. En archéologie, ce n'est qu'une fois de temps en temps qu'on tombe sur la preuve irréfutable, celle qui permet de reconstituer le puzzle. Tout d'un coup, à l'intérieur de la zone définie par les formes circulaires, le docteur Freund et ses collègues trouvent 2 objets incroyables. Hé, regardez! Mon Dieu! Certains attendent toute leur vie de trouver une petite figurine comme celle-là. Et nous, on met la main sur 2. C'est pas magnifique? C'est une statuette antique, vieille au moins de 2000 ans. Une déesse, une figure impressionnante. Astarté peut-être, ou Ishtar. Astarté ou Ishtar correspondent à des icônes de l'âge de bronze, il y a 4000 ans. L'équipe est surexcitée non seulement parce que ces objets sont d'une extraordinaire beauté, mais aussi parce que le sujet et le style de ces figurines pourraient avoir un lien direct avec les grandes civilisations de l'Antiquité, au Proche-Orient, dans la mer Égée et la Méditerranée. Ces 2 figurines pourraient être le chaînon manquant. Si nous trouvons la culture qui s'intègre dans ce contexte, alors nous aurons trouvé l'Atlantide. Pendant ce temps au port, Claudio, Juan Antonio et les autres plongeurs regardent à nouveau les images de ce qui pourrait bien être les ruines d'édifices construits par l'homme. Cette surface ressemble à une dalle, comme celle dont on pave les rues. Et ça, à un mur. Mais je vois des lignes. Donc pour moi, ce n'est pas un mur, c'est une fissure dans une strate, comme il en arrive suite à des pressions géologiques. Je n'arrive pas à me décider. C'est difficile à croire. Même si c'est une formation naturelle, elle peut avoir été modifiée. Ça ressemble tellement à un travail fait par l'homme. Des blocs formés naturellement peuvent avoir été utilisés ensuite pour bâtir un mur, c'est possible. Chaque bloc de pierre analysé soulève de nouvelles questions. Et même s'ils semblent être le résultat d'un processus géologique, ils peuvent néanmoins avoir été utilisés par des hommes. Lorsqu'on examine les ruines dans la zone de Doñana, on voit que beaucoup de ces blocs, ou d'autres de forme rectangulaire, ont été réutilisés pour construire. Serait-il possible que ces blocs de pierre aient été transportés et utilisés autrefois pour construire des structures qui seraient aujourd'hui enterrées sous les boues de Doñana? Depuis 3 jours, l'équipe recueille des images sophistiquées du sous-sol autour des formes géométriques mises en évidence par les photos aériennes. Demandons à Juan de venir ici pour qu'il voie ça, ce grand cercle. Toute structure dans le sous-sol apparaît comme des ruptures nettes sur les graphiques de densité et de conductivité. Si l'on observe des ruptures régulières qui correspondent aux formes circulaires de la surface, on tient la preuve de structures souterraines qui coïncident avec la description de l'Atlantide. Voilà le résultat de l'imagerie électrique faite dans le grand cercle et qui est particulièrement proche de la description que donne Platon de l'Atlantide. C'est une zone de 160 mètres en longueur et 12 mètres en profondeur. Il y a des ruptures ici, puis à nouveau ici. À 60 mètres. À 60 mètres. Les graphiques montrent des ruptures dans la densité du sous-sol qui correspondent à la forme circulaire en surface. À mon avis, le graphique de la résistivité électrique correspond parfaitement au pourtour des formes mises en évidence sur les photos. On peut expliquer ces cercles parce qu'ils sont vraiment là. Et il y a une concordance avec le sous-sol. Une nouvelle sensationnelle. Mais il y a plus. Si une ville avait été engloutie ici du jour au lendemain, toutes les matières organiques liées à cette civilisation auraient été piégées. Au cours du temps, ces matières se seraient décomposées en émettant des gaz.
Or, en effectuant des carottages du sous-sol, l'équipe est tombée par hasard sur un phénomène intrigant. Regardez ça, c'est très surprenant. On a trouvé une mystérieuse couche de méthane. Sans doute la manifestation d'une activité humaine et de faune et de flore enfermée dans une seule couche, après un événement catastrophique. C'est ici, dans ces marais, qu'ont été identifiées par les photos satellites les structures qui sont enterrées sous les marécages. Pour anticiper le scepticisme que la légendaire Atlantide a été retrouvée, le professeur Richard Freund résume les certitudes accumulées. Selon la datation au carbone 14, les objets trouvés dans ces marais datent de 5000 à 2000 ans avant notre ère. Un carottage nous a appris qu'il y avait un port de haute mer qui se prolongeait jusqu'au centre du marais. La tomographie par résistivité électrique a identifié des vestiges de murs dans le sous-sol. Et enfin, il y a la mystérieuse couche de méthane, enfermée entre 6 et 9 mètres sous la surface. C'est profond, non? De combien? Au moins 5 mètres? Le méthane est un gaz créé par la matière organique. Une nappe de méthane enfermée dans le sous-sol est ce qu'on peut s'attendre à découvrir si toute une civilisation, comme l'Atlantide, a été engloutie du jour au lendemain. Bien que d'autres facteurs puissent expliquer la provenance de ce gaz, sa présence, associée au tsunami sur ses côtes, fréquemment rapportée au cours des temps, renforce l'hypothèse qu'ici, un tsunami a anéanti une ville entière. La faune, la flore et les habitants auraient tous été engloutis. Tout pousse les chercheurs à fouiller le sous-sol, mais l'eau affleure juste sous la surface. Cela serait difficile et coûterait très cher de creuser ici. Creuser à plus de 7 mètres est techniquement très complexe et très onéreux. Il faudra de nombreuses années avant que quoi que ce soit ne soit exhumé ici. Cependant, des archéologues espagnols ont fait récemment une découverte importante dans l'arrière-pays. Et comme elle est liée aux recherches à Doñana, cela pourrait être la clé du mystère de l'Atlantide. Nous sommes à Cancho Roano, une des plus cruciales découvertes archéologiques du XXe siècle. Dans les années 70 et 80, on a découvert plusieurs villages qui avaient conservé la culture tartésienne. Cette culture est très différente de toutes celles qui l'entourent. C'est une culture du Sud. Le docteur Freund pense que la culture tartésienne était la culture de l'Atlantide. Mais ces ruines, qui datent d'il y a 2500 ans, sont à 200 km de la côte. Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus ici? Parce qu'un cataclysme sur la côte les a chassés de leur maison au IXe siècle. Pourtant, parmi les ruines, on ne trouve pas la trace de quartier d'habitation. Il y a des temples, mais peu de maisons. Des douves entourent le site. Mais dans quel but? Ces douves n'ont pas d'explication stratégique. Elles ne sont pas défensives et elles ont coûté beaucoup d'argent. Il semble qu'elles remplissent une fonction symbolique. Elles rappelaient aux gens d'où ils venaient. Le professeur Freund propose une solution étonnante à l'énigme de Cancho Roano. Il pense que ce site n'est pas le vestige d'un village, mais un monument à la mémoire du royaume perdu de l'Atlantide. Il la définit comme une cité rituelle et suppose que le site est une réplique en miniature de l'Atlantide. Si l'on veut comprendre la culture de Tartessos, les Tarshish et Atlantide du Sud, il faut venir ici dans le nord pour voir à quoi ressemblait vraiment leur culture. C'est ainsi qu'ils préservaient leur héritage. Ils construisaient des cités rituelles. Cancho Roano n'est qu'une cité rituelle parmi plusieurs autres trouvées dans la région. Ceux qui les ont bâtis voulaient commémorer quelque chose. Mais comment ces ruines dans l'arrière-pays éloigné sont-elles liées à l'Atlantide sur la côte? Les détectives conseillent de suivre la trace de l'argent, les archéologues celle de la roche. L'ardoise est la clé de l'énigme. Le sol de cette pièce est pavé en ardoise.
Cette pièce en ardoise était peut-être la résidence du grand prêtre de toute cette cité mémoriale. On ne trouve pas d'ardoise dans cette région, mais il y en a à 250 km plus au sud, sur la côte. C'est parfaitement connu. Il a fallu qu'il rapporte l'ardoise jusqu'ici, sur le site de Cancho Roano. Selon le professeur Freund, l'ardoise de ce temple fait le lien entre ce site à l'intérieur des terres et la cité côtière de l'Atlantide. Pris séparément, cet argument ne serait pas suffisant pour établir un lien indiscutable. Mais il existe une autre donnée. C'était un hôtel. Un symbole secret qui renforce ce lien. Un autre indice est le Saint des Saints. Il se trouve au centre de la cité, exactement comme l'était le temple de Poséidon mentionné par Platon. C'était l'endroit où l'on accomplissait les cérémonies les plus sacrées et les sacrifices d'animaux. Des objets rituels ont été trouvés ici, en or, en argent et en bronze. Platon raconte que l'histoire de l'Atlantide lui vient de Solon, le grand législateur grec qui la tenait de prêtre de l'Égypte ancienne. Il semble que les Égyptiens aient eu des relations directes avec les habitants de l'Atlantide. Or, dans ce lieu le plus sacré de Cancho Roano, on trouve un symbole pharaonique vieux de 3500 ans. C'est ici, au beau milieu de cette pièce, qu'a été trouvé le symbole. Un symbole qui remonte au pharaon Ahmosé du XVIe siècle avant notre ère. C'est un symbole de métallurgie sacrée. Ce symbole fait le lien avec ceux qui travaillaient le métal que vénéraient les anciens pharaons. Ces artisans fabriquaient les accessoires consacrés dont on se servait dans ce lieu saint. L'histoire connaît 3 villes célèbres dans le monde entier pour leur maîtrise du métal. Tarshish, Tartessos et l'Atlantide. Ce symbole pourrait lier ce site à tous les autres et être la preuve définitive que ces 3 villes n'en étaient qu'une. Et il y a une preuve manifeste de plus qui rattache Cancho Roano à l'Atlantide. C'est la plus remarquable de toutes les découvertes exhumées. Une stèle ancienne où, semble-t-il, est gravé le symbole suprême de l'Atlantide. C'est une signalisation en pierre de ce qu'ils voulaient commémorer. Qui ils étaient. De quoi s'agit-il? C'est un symbole avec des cercles concentriques, l'un dans l'autre, que l'on a trouvé précisément ici, à l'entrée du site. À l'entrée de Cancho Roano, comme c'est le cas dans de nombreuses autres cités rituelles, on a mis au jour des grandes stèles en pierre. En arrivant dans la ville, on était face à cette pierre verticale avec un guerrier qui attirait son épée. Et on voyait les cercles concentriques qu'il a sous sa garde. Cette stèle présente l'accès à une cité qui n'en a qu'un, le même pour entrer et pour sortir, et au centre de laquelle se trouve, dans la même configuration que celle décrite par Platon à propos de l'Atlantide, le temple dédié à Poséidon. C'est la vision du souvenir de leur passé. Ce symbole gravé est leur moyen de se souvenir de l'Atlantide. Cette structure a-t-elle été bâtie par des rescapés de l'Atlantide en mémoire de leur pays englouti? Pourrait-elle être une sorte de maquette de la vraie ville qui dort toujours sous les marais du sud de l'Espagne? Sous ces discrets marécages pourrait se cacher un secret que l'homme cherche à percer depuis plus de 2000 ans. Ici, des scientifiques ont utilisé les technologies d'imagerie les plus innovantes pour retrouver les formes qu'avait décrites Platon. Les mêmes formes que celles qu'on a retrouvées gravées sur un mémorial édifié il y a 2500 ans. Il semble qu'émerge une cité insulaire fortifiée, avec des canaux circulaires et un temple central auquel on accède par voie d'eau. C'est peut-être le berceau de notre civilisation. Cette cité a peut-être abrité dans les temps anciens un peuple en avance sur son temps, d'une culture extrêmement sophistiquée. Peut-être ici, sous la terre,
se trouve la ville que nous appelons l'Atlantide.